Salut Julien, ça va? Salut, salut, très bien. Donc Julien, toi, tu es responsable d'une application qui s'appelle Showcase. Tout Est-ce que à tu peux fait. nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Alors, Showcase, c'est un service qui est destiné aux ESN et plus largement aux sociétés de conseil en général. L'objectif, c'est de leur permettre de réaliser, de rédiger les dossiers de compétences, dossiers de compétences ou dossiers techniques de leurs collaborateurs, leurs candidats ou des freelances à leur propre couleur. Et donc, ce faisant, de se défaire un petit peu de traitement de texte habituel qui est Word pour réaliser les dossiers de compétences et l'objectif étant de leur faciliter la tâche, de leur faire gagner du temps à chacun de ces acteurs, donc candidats, collaborateurs, freelance et aussi les managers des sociétés chargés de recrutement. Ok, Voilà. ok, ça marche. Et alors justement, est-ce que on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Du coup, toi, tu as dû voir. En fait, je me faisais la réflexion, tu dois être une des personnes en France qui a vu le plus de types de dossiers de compétences différents, de modèles de dossiers de compétences différents, sérieusement. Parce que tu as travaillé avec tellement d'entreprises pour concevoir leurs dossiers de compétences. Là, ça se trouve, tu es le spécialiste du dossier de compétences. Ouais. Est-ce que tu peux justement du coup nous dire très rapidement ce que c'est qu'un dossier de compétences? Du coup, c'est quoi la définition que tu pourrais donner d'un dossier de compétences? Ouais. Un dossier de compétences, c'est un document qui détaille le parcours professionnel d'une personne et qui insiste plus particulièrement sur les compétences elles-mêmes. Et l'autre élément important, c'est la notion de détailler, puisqu'on va finalement tellement dans le détail, dans les expériences, les certifications, les formations, les compétences, que finalement, ce dossier de compétences, ce document est aussi beaucoup plus large, beaucoup plus développé qu'un CV, et donc tient sur beaucoup plus de pages, généralement. Ça peut aller généralement de 1 à 10 pages, voire même encore plus, selon les sociétés de conseil ou les Ouais. ESN. Ça dépend un petit peu des ESN ou des Ah sociétés de ouais, conseil, la taille, oui, ouais, ça dépend. Alors, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la politique de l'ESN, celle qui estime que un dossier de compétences qui fait 2 pages est plus impactant et doit suffire à leurs interlocuteurs pour comprendre le profil de la personne et savoir si du coup cette personne peut leur convenir dans leur projet. Et ça dépend aussi et surtout du niveau d'expérience du consultant. Une personne qui a 20 ans d'expérience derrière elle aura beaucoup de choses à détailler, beaucoup Ouais. d'expériences, beaucoup de missions qui sont généralement pas très longues, donc ça fait beaucoup de choses à énumérer finalement. Et c'est ce qui va du coup impacter la longueur du dossier de compétences, du dossier technique. Et toi, de ce que tu as vu du travail avec les différentes ESN avec lesquelles tu as travaillé, pourquoi on a besoin d'un tel niveau de détail dans les dossiers de compétences? Ouais, Est-ce que tu as une idée un petit peu ou est-ce que tu ouais. as un ressenti Il par y rapport à a, ça? en fait, le dossier technique ou dossier de compétences sert à deux choses. Il sert à la fois en partie pour le recrutement, il sert aussi à proposer des compétences au client final, Ouais. donc, la société dans laquelle on sera éventuellement placé en mission. Pour le recrutement, eh bien, forcément, ça doit permettre de mieux comprendre le projet de la personne, mieux comprendre ses compétences pour ensuite l'intégrer, mais l'intégrer dans la société, toujours dans le but ensuite de proposer Ouais. ses compétences au client final. Le client final, lui, a un grand besoin d'être rassuré sur la capacité du consultant à mener à bien sa mission. Et surtout, il doit pouvoir s'identifier. Et s'identifier, pourquoi pas, et si possible, même au projet antérieur du coup, Hmm. du consultant lui-même. Hmm. Et, c'est vrai que finalement, c'est plutôt cet interlocuteur final qui a besoin d'être assuré et qui fait que ce dossier doit être assez volumineux. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de concurrence en fait en la matière, hein, concurrence entre les différentes ESN qui vont chacune essayer de convaincre et de solliciter cet interlocuteur. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me décrire un petit peu, tu en as déjà parlé un petit peu, hein, mais Mm. le parcours du dossier de compétences ou du dossier technique Ouais. dans une entreprise typique? Par exemple, là, voilà, imaginons qu'aujourd'hui, là, je postule dans une ESN. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent et selon quelle chronologie? Ouais. Bon, après, voilà, je pense qu'il y a plein de variations, mais un truc un Ouais. peu typique. Généralement, le début de l'histoire, il se passe au niveau
au niveau du recrutement, donc généralement au niveau de la prise de contact, souvent les consultants, enfin les candidats vont être sollicités eux-mêmes par les chargés de recrutement. Ils vont passer du coup dans le flux de candidature traditionnel de l'ESN. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un chargé de recrutement qui identifie un profil, par exemple sur LinkedIn Alors ou typiquement, ailleurs. en fait, le chargé de recrutement va effectivement sourcer des Ouais. profils très très certainement sur LinkedIn, va prendre contact avec cette personne, organiser un premier entretien et là, suite au premier, deuxième ou troisième entretien, va demander à cette personne alors bien sûr auparavant d'envoyer son CV et peut-être même carrément de refaire son CV ou de faire un dossier de compétences au cours de la société pour avoir quelque chose de plus détaillé. Donc là, on est vraiment dans le premier entretien. Très souvent, il y en a trois, en tout cas chez les sociétés avec lesquelles on travaille. Et à l'issue de ce dernier entretien, une proposition, si jamais les choses vont plus en avant, une proposition est faite au candidat. Et parfois, alors il y a deux cas de figure, hein, soit la société a tout simplement besoin de ces compétences pour mener à bien ses différents projets, soit parfois, et même très souvent, on va recruter en avance de phase, c'est-à-dire en estimant qu'on va avoir des missions pour tel ou tel gros grand compte et qu'il aura besoin de tel ou tel profil, et auquel cas, là, les choses vont beaucoup plus vite, et je vais avoir besoin de plusieurs profils qui répondent à ces compétences-là au sein de la société. Et une fois que la personne est arrivée en fin de processus de recrutement, ben, il est très possible que son dossier de compétences, dossier technique, est envoyé directement du coup au client final. Et généralement, chez le client final, bah, ça va être le chargé de projet qui va recevoir ce dossier de compétences, va l'analyser et va ensuite solliciter très certainement un entretien avec à la fois l'ingénieur d'affaires ou le chargé de responsable projet côté ESN pour ensuite rencontrer la personne et confronter tout ça avec ce qu'il a comme document sous les yeux, c'est-à-dire le dossier de compétences. Donc, Donc, c'est un trois support entretiens. qui va permettre d'obtenir l'entretien chez le client final, quoi, finalement. Chez le client final, ouais. Du coup, c'est un peu comme le CV et un support qui permet d'entretenir un entretien dans l'entreprise dans laquelle on postule. Ouais, ouais, Tu disais trois entretiens avant. Non, il y a trois entretiens dans les processus de recrutement un peu typiques. Le ouais. premier, c'est appel téléphonique, savoir si la personne est dispo, si le candidat est dispo. C'est un peu ça l'idée? En fait, Ou l'idée, c'est c'est déjà un peu plus ouais, avancé? non, en fait, c'est le premier entretien, généralement, ça va plutôt se faire avec le chargé de recrutement Ouais. qui a contacté cette personne, sollicité cette personne et organisé ce premier entretien. Elle va confronter le parcours professionnel de cette personne, ses souhaits au projet de l'entreprise euh, et aux missions éventuellement qui sont d'ores et déjà ouvertes. Le deuxième entretien est organisé si le premier, bien sûr, est concluant. Et là, généralement, ce qui va se passer, c'est que va se greffer une nouvelle personne. Ça peut Ouais. être l'ingénieur d'affaires ou ça peut être un responsable projet au sein de Ou l'ESN. quelqu'un du métier, quoi. C'est Premier, quelqu'un c'est du métier, entretien ouais. RH, deuxième, c'est C'est entretien ça. métier. Ouais. Un manager Ouais. qui parfois et souvent même chapeaute les différents consultants et les accompagne même dans leur mission. Donc ça, c'est assez Euh, typique de tout processus de recrutement, hein. Premier ouais, entretien RH, totalement. deuxième entretien métier. Totalement. Sauf que là, en plus, on a ce potentiel troisième entretien Ouais, le troisième avec entretien le. est plus pour finalement verrouiller la proposition Ouais. financière, les souhaits de rémunération du consultant, etc., etc., et les confronter à la capacité à répondre à ces prétentions. Et là, peut se greffer une nouvelle personne encore, pourquoi pas, éventuellement le directeur d'agence ou le directeur de BU, quoi. Ok, d'accord, très bien. Mm. Très bien. Et il y a potentiellement, du coup, un quatrième entretien avec le client final qui Oui, arrive. oui, c'est ça, Voilà. potentiellement, peut, oui, Mais ça, effectivement. c'est. Ouais. Ça, c'est un peu dans le métier de consultant. C'est à chaque fois qu'on a une nouvelle mission, forcément, Ouais, le client a ouais, envie de voir avec qui il va travailler. ouais, Ça, c'est. ouais, Très tout bien. à fait. Et c'est des processus qui se déroulent sur quelle durée? Enfin, cette succession d'entretiens, ça peut Hmm. aller de combien à combien? Tu as une idée un petit peu? Bonne question. Bonne question. Sur les trois entretiens au sein d'une même ESN, leur objectif, c'est d'aller vite, hein. Concrètement,
il y a tellement de batailles, objectivement, sur les profils, notamment dans le numérique, il faut aller vite. Il y en a même certaines sociétés qui compressent le nombre d'entretiens pour arriver à la proposition le plus rapidement possible. Et là, généralement, on va être sur du 2 ou 3 semaines, pas plus. Ouais, entre le premier Et même contact. encore, Ouais. et la proposition, même 2 semaines. Ouais, d'accord. Ok. Après, là, je dirais qu'en même temps, je ne suis pas totalement sûr de ce que je suis en train de dire. Il y a des variations, bien sûr. Mais pour y avoir. Et puis, ouais. voilà, on a eu la chance d'y assister et d'accompagner un certain client dans cette phase-là. Et Ouais. c'est ce qui se passait. Ouais. Tu dis la vitesse, c'est un élément très important. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de compétition, du coup, Ouais. entre les différents acteurs. Ouais. Ouais. Ça, je trouve que c'est un point important qui n'est pas forcément similaire dans d'autres secteurs où voilà, quand on postule auprès d'une entreprise traditionnelle, on envoie son CV. Et en fait, c'est un peu selon le rythme de l'entreprise chez laquelle on postule. Ils ont le temps, ils ont des processus en place, etc. Là, effectivement, l'ESN, elle est contrainte, elle, par un client qui a une mission. En fait, ce client, il a un projet et lui, il sollicite un certain nombre de SN pour mener à bien ce projet. On a bien son projet, ouais. Et donc, c'est la première ESN qui va réussir à positionner un certain nombre de candidats pertinents, qui aura plus de chances. Après, ça veut dire que c'est pas elle qui va l'avoir forcément, parce qu'il faut quand même qu'on ait des candidats solides en face. Mais effectivement, on a un avantage si on envoie, alors soit c'est sur une personne, soit c'est sur un ensemble de profils. Et si à ce moment-là, on a des candidats qui sont bien, et entre guillemets, l'affaire est gagnée. Alors après, évidemment, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais clairement, oui. Mais c'est un élément clé, la célérité de la proposition des compétences faites au client final est hyper importante, Et alors, qu'est-ce que... Ouais, vas-y, excuse-moi. Après, il y a plusieurs temps, en fait. Dans cela, il y a effectivement le temps de déjà la compétition pour convaincre et séduire les candidats qui sont hyper demandés. Il y a aussi le temps du candidat lui-même, qui lui, du coup, est pressé par rien du tout. Ouais. C'est même le roi du pétrole, donc au final, il fait bien ce qu'il veut et il négocie un peu comme il veut, etc. Et ensuite, il y a le temps du client final, qui lui a un projet à mener à bien et le plus souvent, plus il en sait tôt, plus il a des réponses favorables et à la hauteur de ses souhaits, plus le SN réussira à conclure les choses. Donc tout ça est assez compliqué, mais effectivement, plus on va vite, mieux c'est, à tous les niveaux, pour l'ESN. Ouais. Pour l'ESN. Est-ce que c'est vrai aussi pour le candidat? Parce que j'allais te poser la question, du coup, qu'est-ce que peut faire un candidat justement quand on postule pour faciliter ce travail de l'ESN du coup, mais avant ça, ma question, ce serait plutôt en quoi c'est intéressant et c'est pertinent pour le candidat de rentrer dans ce jeu-là aussi, dans ce jeu de la vitesse, par exemple parce que c'est une contrainte. Enfin, voilà, tout à fait, c'est une contrainte. D'autant plus quand on a les compétences et qu'elles matchent parfaitement avec les besoins de la société. Après, forcément, il y a un jeu de pouvoir qui s'installe et en l'occurrence, celui qui a un peu plus de pouvoir là, actuellement, c'est quand même le candidat, surtout encore une fois dans le domaine de l'IT. Et effectivement, de ce fait-là, c'est lui qui a plus la possibilité de négocier plusieurs choses, son salaire ou certaines prétentions sur les missions qu'il souhaite ou pas réaliser au sein de la société ou les compétences qu'il souhaite ou pas développer au sein de la société. Mais là, très clairement, oui, il y a un gros jeu de pouvoir qui s'installe et il est un peu plus en faveur du candidat, clairement. Ouais. Clairement. Une négociation, quoi, mais comme dans tout processus, sauf que là, effectivement, c'est ça. Puis vu les encore une marchés en fois, tension en ce moment. Il est sollicité partout. Alors, soit il y a le candidat qui est en recherche, il y a le candidat qui n'est pas du tout en recherche. Le candidat qui n'est pas du tout en recherche, forcément, il a plus que le temps et généralement,
Et là, il va falloir sacrément bien le séduire par rapport, en tout cas, à être supérieur à ceux dont il dispose actuellement. Et puis ensuite, il y a le candidat qui est purement en recherche, notamment les jeunes DIP, qui, eux, vont de toute façon être sollicités aussi, sans qu'ils aillent où que ce soit, être sollicités par plusieurs ESN à la fois. Et généralement, quand ils sont dans une phase de recrutement dans une ESN, ils sont aussi en phase de recrutement dans 3, 4, 5 autres ESN et autres types de sociétés aussi par ailleurs, sans problème. Ouais, c'est clair. Alors, j'ai quelques questions qui vont venir moi, sur le dossier de compétences en lui-même. Après, je voulais aussi préciser aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, parce que si c'est pertinent avec ce qu'on est en train de dire, je vais essayer de récupérer les questions et puis de les poser directement à Julien. Et puis et sur la partie finale, on fera une petite une session de questions-réponses si ça vous intéresse. Et vous pouvez peut-être aussi nous partager vos expériences, vous, de vos ressentis, justement, quand vous postulez en ESN, voilà, il y a certainement des choses que vous aimeriez partager ou des questions que vous aimeriez poser. Donc, ce sera l'occasion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on aura une petite séance de discussion si vous êtes motivé. Dossier de compétences. Parce que là, on a vu un petit peu le processus, mais je pense que c'est important on a passé un peu de temps dessus, mais c'est important pour comprendre, du coup, que quand on postule ou quand on rédige son dossier de compétences, dossier technique, voilà, ça se fait pour une bonne raison. Et c'est aussi pour une bonne raison que ce format spécifique existe. C'est pas juste parce qu'on veut tout savoir de la vie du candidat, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin de rassurer le client, d'avoir les projets qui correspondent. Et puis, comme tu le disais aussi, on ne sait pas forcément toujours, l'ESN ne sait pas forcément toujours sur quel projet le candidat va être positionné, parce ils savent qu'il y a des projets qui sont en cours, qui vont arriver, ou que sur certaines technos, par Pas de exemple, façon précise, il y a de la demande. Donc, on ne sait pas précisément quel est le projet sur lequel on va être amené. Mais le temps que le recrutement se fasse en 2-3 semaines, en fait, pendant le recrutement, c'est en flux tellement tendu qu'il y a un besoin qui va émerger côté client. Et là, ils seront capables de positionner le candidat et du coup de faire une proposition. Et puis aussi beaucoup besoin de détails également parce que certaines ESN ou sociétés de conseil, plus largement, ont aussi parfois, en tout cas leurs clients à eux, ont des projets parfois tellement pointus et tellement techniques qu'effectivement, il y a nécessité d'avoir ce niveau de détail dans les compétences des consultants. À vos souhaits. Je vais désactiver les sons. Du coup, alors, question un petit peu bateau, mais je vais voir si tu vas réussir à rebondir dessus ou si ça allait juste bateau de ma part. Mais je pense qu'on a déjà tourné autour. Mais qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un candidat qui doit faire son dossier de compétences pour la première fois? Il entend parler de ce mot, par exemple. Alors, on lui en a déjà parlé autour de lui, mais voilà. Première chose, c'est de bien répondre à la trame demandée par la société, par l'ESN ou la société de conseil. Ça, c'est un élément clé parce que déjà, c'est respecter ce que demande l'ESN et c'est aussi derrière faciliter le travail du chargé de recrutement, faciliter le travail de l'ingénieur d'affaires et puis aussi derrière, très certainement, faciliter la consommation, la lecture ou la prise en compte de l'information par le client final. Ça, c'est important parce que du coup, c'est beaucoup de travail derrière pour l'ESN aussi, de tout reformater, d'homogénéiser. Voilà. Donc, la première chose, c'est vraiment de respecter la trame de la société. Parce que généralement, si on ne fait pas ça, ce que tu dis là, c'est qu'il y a quelqu'un qui va le remettre en page. C'est ça qui va. Alors, juste pour expliquer, si vous ne connaissez pas, c'est effectivement souvent l'ESN a un format spécifique, donc c'est charté, il y a la photo à tel endroit ou pas la photo, il y a les compétences, ils sont à tel endroit avec telle couleur. Voilà. Il y a vraiment un document charté. Et après, ils demandent aux candidats de mettre leur contenu dans ce document qui est charté. Et alors ça, c'est pas juste pour se faire plaisir, hein, c'est comme le disait Julien, c'est derrière, ça fait une homogénéisation qui permet aux clients d'avoir une lecture qui est simplifiée. Et c'est vrai que, alors moi j'ai déjà vu Julien travailler sur des formats de dossiers de compétences, c'est-à-dire travailler avec des clients
de showcase pour essayer de voir quel est le meilleur format. Et il passe du temps justement pour essayer de se dire, tiens, quel est le bon positionnement de la rubrique ici? Qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce qu'on met tel truc en avant plutôt que tel truc? Et ça dépend des entreprises, il n'y a pas forcément de bonnes recettes. Et puis ça dépend aussi même des cultures d'entreprise. Voilà. Mais il y a vraiment une manière en fait de construire le dossier de compétences pour qu'il soit mieux lu en fait, et mieux compris par le client. Mm. Voilà, donc voilà, je faisais un petit Et tout, aparté juste pour qu'on se resitue ouais. un petit peu, et donc voilà, tu disais Et donc, et ce respecter modèle cette a charte. été, voilà, ce modèle, cette charte, et puis même après, les informations qui y sont présentes ont été décidées et réfléchies par l'ESN ou les sociétés de conseil. Elles ont aussi des spécificités en termes d'informations à y laisser, notamment, j'en sais rien, sur les expériences, etc. Enfin, on pourra peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Oui. Concrètement, donc, le premier conseil, c'est de respecter cette trame. Et ensuite, après, c'est un conseil très bateau, mais tel qu'on le ferait comme on le ferait sur un CV, c'est de remplir absolument toutes les informations. Enfin, les informations les plus importantes du dossier de compétences sont très clairement tout ce qui est expérience, compétences et formation. Alors, on va avoir des petites particularités malgré tout, notamment surtout dans les formations, c'est quelque chose de très traditionnel, à l'image d'un CV. Les certifications, pas les certifications, les compétences, pardon, il est important de les détailler. Il est important de les détailler, d'avoir des compétences métiers, bien structurées, bien segmentées, c'est-à-dire qu'on est bien organisé le tout. Généralement, c'est en 2 niveaux. Oui, c'est pas juste une liste de toutes mes compétences, quoi. On est Non, vraiment pas sur pas la LinkedIn, je crois qu'ils font un peu comme ça, mais non, c'est vraiment de bien structurer les choses, de bien compartimenter les choses. Typiquement, on va avoir, j'en sais rien moi, un langage de programmation, et dans le langage de programmation, on aura vraiment tous les langages associés, etc. Ou si on fait le management, dans le management, on aura toutes les compétences également associées. Et enfin, surtout les expériences professionnelles, c'est là où on va retrouver des choses qu'on a, notamment pour des jeunes diplômés qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va y retrouver dans ces expériences professionnelles, bien sûr, le nom d'entreprise, la date de début, la date de fin, l'intitulé du poste. Mais surtout dans le contenu d'expérience professionnelle, c'est là où on va retrouver un contenu qui diffère du CV traditionnel et qui détaille davantage l'information, à savoir l'information de contexte, de mission et d'environnement technique. Alors parfois, c'est un peu plus détaillé, il y a aussi la notion de résultat. Contexte, mission, Contexte, ouais, environnement technique. c'est ça. C'est les trois contenus éléments principaux d'une expérience. Ouais, qu'on retrouve dans Ouais. 90% des ESN. Très Ouais. clairement, ils vont avoir cette trame dans les expériences professionnelles. Et ça, c'est la petite spécificité qu'on ne retrouve pas dans les CV traditionnels du marché de l'emploi. Ouais. Euh, Alors que moi, je pousse à adopter aussi sur le CV, hein, parce que effectivement, on observe que les ESN ont très bien étudié voilà, tout le processus de candidature, etc., parce que voilà, c'est leur chiffre d'affaires qui en dépend. Et effectivement, d'avoir contexte, mission, alors environnement technique, c'est spécifique aussi, et je rajouterai évidemment les résultats, mais c'est clair que ça permet de bien comprendre en fait l'expérience, enfin de bien comprendre le projet. Par exemple, la notion de contexte. Enfin, tu peux peut-être nous dire un petit peu ce que c'est que le contexte. Hein, oui, tout à fait. Le contexte, c'est la description du projet pour lequel on a travaillé. Donc ce contexte peut expliquer qu'est-ce qu'était le service qu'on a peut-être développé, le nombre de personnes qui ont peut-être travaillé dessus, quel était le challenge à relever sur ce projet-là. Donc c'est vraiment la description générale du projet en lui-même. D'ailleurs, parfois, chez certaines sociétés, ils appellent ça projet. Ensuite, on va voir les missions. Les missions, elles, sont plutôt finalement des actions réalisées concrètement, hein. C'est ce qu'on retrouve sur les CV traditionnels. C'est une énumération avec des bullet points, très souvent, des actions qu'on a réalisées pour mener à bien ce projet. Donc là, c'est assez succinct, assez réduit comme description généralement. Et puis enfin, on va avoir la notion d'environnement technique. Alors les environnements techniques, l'environnement ou environnement technique, très souvent, notamment dans le domaine de l'IT, ça va être les technos qu'on a utilisés ou les logiciels qu'on a utilisés pour mener à bien ce projet avec lequel on a travaillé. Ça pourrait aussi être tout simplement les compétences qu'on a utilisées
sur ce projet-là spécifiquement. Et puis enfin, effectivement, tu en as parlé, on a une quatrième rubrique qui n'est pas tout le temps utilisée chez les ESN, mais qui pourtant est fantastique et même extrêmement important pour l'interlocuteur final, qui est la notion de résultat. Parce que on a fait un projet, on explique ce qu'était ce projet, comment on a fait pour le mener à bien, ce qu'on a développé ou utilisé comme compétence pour le mener et quel était le résultat derrière du projet. Voilà, c'est une formidable conclusion pour présenter une expérience professionnelle. Alors, le résultat étant souvent difficile, j'ai l'impression, pour les candidats à savoir de quoi je parle précisément. Est-ce que je parle de mon travail? Quel a été le résultat de mon travail? Quel a été le résultat du projet? Quel a été le résultat sur l'entreprise? C'est souvent ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne le demandent pas trop aux candidats, parce que effectivement, c'est souvent assez compliqué à sortir. Juste dans les… Ah pardon, tu voulais réagir par rapport à ça? Non, après dans le ESN aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, il y aura un peu de vie au niveau du dossier de compétences, dossier technique. Il y aura la vie du dossier technique quand il va être réalisé éventuellement par le candidat, hein, quand il intègre ou quand il est dans sa phase de candidature, qui sera un dossier de compétences qui sera déjà relativement détaillé, mais qui sera ensuite largement retravaillé par le consultant, quand il sera devenu salarié de la société, par la suite. C'est-à-dire qu'il sera aussi accompagné par les managers pour l'inciter à mieux respecter encore la trame et à détailler encore plus les choses. Donc, si par exemple, le candidat, quand il arrive, n'intègre pas de notion de résultat parce qu'il n'a pas la capacité et qu'il ne voit pas comment est-ce que l'entreprise veut qu'il développe, lui rédige cette partie-là, peut-être qu'il sera aidé ensuite à la rédiger par la suite, une fois qu'il aura intégré la société et qu'il sera aidé par un manager, quoi. Oui, c'est un document collaboratif, en fait, en quelque sorte, Ouais. le dossier de compétences. Hein. Ouais. Ouais. Effectivement. Et j'avais une question là-dessus, mais moi, j'en parlerai plutôt sur la fin, justement, sur les autres usages du dossier de compétences au sein des ESN, pas uniquement forcément en recrutement. Je me demandais juste sur les expériences. On parlait des missions et des actions. C'est là aussi, j'imagine, où on met en contexte les compétences, c'est-à-dire les technos utilisés, méthodos utilisés, etc. Donc, ce n'est pas que dans l'environnement technique. Hein. Oui, non, tout à fait. Tout à fait. L'environnement technique est souvent une énumération. Ouais, c'est une liste. Vraiment, c'est clairement une liste de techno ou de logiciels ou de soft utilisés effectivement pour mener à bien le projet. Ouais, c'est vraiment plus une liste. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, si je résume, dans le dossier de compétences, on a vraiment deux endroits où on voit les compétences. Dans le listing, enfin dans la rubrique compétences en elle-même, qui est souvent un tableau, en fait, hein, plus ou moins joli, plus ou moins sous forme de tableau. Et là, on essaye d'être le plus exhaustif possible, sans aller non plus jusqu'au détail ridicule du site utile que je sais taper sur un clavier d'ordinateur. Mais là, on essaye vraiment de tout détailler. Et après, il y a la mise en contexte au sein d'une expérience des compétences. Donc ça, c'est important de les mentionner au sein des expériences. Enfin, je pense que là, moi, c'est mon regard CV qui parle, mais j'imagine que c'est exactement la même chose dans les dossiers de compétences. C'est-à-dire qu'on va mentionner les compétences, mais au sein d'une expérience. Parce que dans ce cas-là, on va voir, l'idée, c'est que quand on lit une expérience et qu'on voit que la personne a fait un projet pendant 2 ans et demi sur tel ou tel techno et que c'était un projet récent, évidemment, on se dit que la personne maîtrise très bien. Et donc, je vais être rassuré de le recruter cette personne dans un contexte similaire au mien. Si moi, je suis le client final, je vais dire, bon, OK, à peu près les mêmes technos, la même stack technique, c'est bon. Par contre, si je vois qu'il y a une compétence qui est mentionnée dans le tableau de compétences, mais que je ne la retrouve pas forcément dans une expérience, je vais me dire qu'il a des connaissances, qu'il a déjà touché, etc. Mais si c'est la compétence clé pour le projet, effectivement, la confiance ne va pas trop être là. Quoi. Ouais. Donc, c'est important de les faire ressortir à ce moment-là. Hein. Totalement. Totalement. Et puis après, elles peuvent aussi être certifiées par des certifications qui ont un rôle aussi hyper important. Et même, j'ai l'impression que elles étaient déjà très importantes auparavant, mais j'ai l'impression que plus le temps passe et plus encore c'est important, notamment dans le domaine de l'IT,
les certifications viennent compléter ça et certifier le tout, quoi. Ouais. Et, Ça pose, enfin, il n'y a plus de questions qui se posent. Quand on voit une certification, on est immédiatement rassuré, il y a le tampon. Clairement. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu as vu des... Attends, est-ce que déjà tu as fini un petit peu sur les conseils sur le... Ouais. Pour un candidat qui va faire son dossier de compétences pour la première fois, tu disais, alors bien respecter la charte, parce que ça permettra, déjà, c'est par respect pour les autres, et puis ça permettra que le processus soit plus rapide, et donc qu'il y ait potentiellement voilà, des affaires qui se gagnent en plus, et donc c'est bien quand on candidate. Et puis le contenu en lui-même, évidemment, le détailler au maximum, notamment expérience, compétences, formation et certification. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te semblent... Non, après, c'est des éléments qui seront plus avancés. Ça, c'est vraiment le niveau de base requis qui va permettre d'aller plus avant facilement avec la société, le recruteur ou le client final. Après, il y a des moyens d'aller encore plus dans le détail et encore plus dans la valorisation de ses compétences ou de son profil, quoi. Tu penses à quoi? Récemment, je pense notamment, j'ai quelque chose derrière la tête, récemment, on a créé une rubrique dédiée aux certifications, aux conférences et aux événements, en pensant beaucoup, bien sûr, aux développeurs, mais pas que, mais principalement à eux quand même, qui va permettre finalement à une personne de mentionner les conférences sur lesquelles elle a pu participer ou sur lesquelles elle a peut-être été speaker ou intervenant. Et en détaillant cela, du coup, à l'interlocuteur final. Pour nous, c'est un moyen finalement de montrer, son degré d'implication dans son cœur de métier. Quand on est speaker sur telle ou telle techno ou telle problématique, dans des meet-up ou autres, bah forcément, ça montre que c'est des choses qui nous intéressent et sur lesquelles on a envie d'échanger avec des tiers. Et puis, ça montre aussi peut-être non seulement son degré d'implication dans son cœur de métier, mais aussi son degré d'expertise. Donc ça, on estime que c'est hyper valorisant, hyper intéressant. Et c'est vrai que depuis qu'on l'a mis ça en place, voilà, c'est quelque chose qui a été largement adopté par nos clients. Et moi, j'avoue qu'à chaque fois que je vois ça, je trouve ça génial. Ouais. Donc Secteur c'est juste d'activité, pour c'est fantastique. c'est juste une rubrique hein, qui s'appelle conférences et événements, enfin qu'on peut Ouais. renommer un petit peu comme on veut, mais où on liste là où on est c'est les conférences où on a participé. Alors c'est principalement en tant qu'intervenant ou il y a d'autres c'est principalement ça qui est intéressant? Alors non, pas que. Il y a aussi tout simplement. Alors il y a d'autres types de participation. Il y a effectivement être intervenant, il y a être organisateur, il y a être bénévole, etc., etc. Mais même Ou si on juste n'est pas participant, enfin intervenant, juste ou juste participant. Et même ouais. si on n'est que participant, c'est malgré tout montrer qu'encore une fois, euh, le domaine évoqué dans cette conférence-là est quand même quelque chose qui intéresse et qui implique fortement la personne dans son travail. Donc, même ça, c'est très intéressant. Et concrètement, en fait, cette rubrique elle se présente de la façon suivante. Effectivement, on va avoir l'intitulé de l'événement, on va avoir l'intitulé généralement de la conférence, la date ou l'année à laquelle ça a eu lieu, et puis effectivement son niveau d'intervention. Est-ce qu'on est speaker? Est-ce qu'on est juste participant? Est-ce qu'on est organisateur? Et puis le petit logo qui va bien pour illustrer tout ça et donner un petit peu plus de peps à l'information. Donc ça, c'est tous les éléments additionnels. En fait, ça, c'est intéressant. C'est que sur la notion même de compétence, on a le listing brut, on a la mise en contexte au sein d'une expérience, et après, on vient rajouter des petits trucs en plus, typiquement voilà, conférences et événements, pour montrer en fait qu'on est intéressé par ces choses-là. Et pour montrer qu'on est probablement compétent là-dedans, quoi. Donc après, le but, j'imagine, c'est d'avoir d'autres rubriques ou d'autres éléments qui viendront encore enrichir cette partie-là. Enfin, et on est toujours centré sur les compétences. Alors, on a une question dans le chat.
Alors, de Frédéric, avez-vous un retour d'expérience concernant la manière qu'ont les clients de lire les dossiers de compétences? Si oui, comment adapter les dossiers pour être mieux lus? Euh, alors, il faut se mettre à la place du coup de ces personnes-là. Elles reçoivent pas mal de dossiers qui, pour beaucoup, font entre 5 et 10 pages. Et bien sûr, bah, c'est très fastidieux à lire, à prendre en compte, à analyser. Et donc, très clairement, les informations les plus importantes, ce seront les informations qui apparaîtront dès la première page, qui sont généralement des informations presque de synthèse. Sur cette première page, bien souvent, si ce n'est pas vous qui le faites, ce sera peut-être l'ingénieur d'affaires qui le fera à votre place, juste pour bouger certaines informations, pour les remettre plus en avant vis-à-vis de certaines autres. Et généralement, les informations les plus importantes aux yeux de l'interlocuteur final, ça sera les compétences, les certifs, parfois les formations, ça diffère. Très clairement, en fonction des ESN, il y en a certaines qui le mettent dès la première page, il y en a d'autres qui le mettent tout en bas, carrément, tout à la fin. Et puis, il y en a certaines qui vont même créer une espèce de sommaire des expériences principales, des expériences clés, expériences significatives. Et donc, du coup, finalement, ça va permettre à l'interlocuteur final de tout de suite se dire OK, ce dossier-là va me proposer tel type de compétences, dont certaines sont certifiées, et certaines expériences professionnelles, de façon très synthétique, qui seront en phase avec ces compétences-là et peut-être très certainement avec le projet que moi-même j'ai à l'esprit. Et ce qui lui permettra ensuite d'aller dans le détail dans un deuxième temps de lecture pour ensuite aller parcourir les pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peut-être, pour y retrouver les expériences les plus importantes pour lui. Mais très clairement, le plus important, c'est vraiment cette première page. D'ailleurs, bien souvent, quand il y a des ingénieurs d'affaires qui envoient un dossier de compétences à leurs clients, vont faire elles-mêmes aussi, en plus, un petit récap des éléments clés du dossier de compétences dans leur mail. Et concrètement, ils vont retrouver exactement ce que je viens de vous expliquer là. Hein, c'est compétences, certification et expérience clé. Et alors ça, sur Showcase, c'est quelque chose qui se fait facilement. Il y a Oui, toutes les expériences dans le détail qui sont remplies par le candidat et ouais, c'est l'ingénieur d'affaires qui sélectionne, en fait, il fait un petit clic ouais. pour dire c'est En fait, celle-ci qu'on va mettre dans le petit header ou ouais. mettre en avant, quoi. En C'est ça, fait, j'imagine. Ouais. à travers Showcase, on va faire en sorte que quoi que vous fassiez, ça respecte la trame de la société. Et donc, automatiquement, ça va positionner typiquement les compétences et les certifications bien comme il faut. Après, je vous invite à réordonner les compétences par ordre d'importance et de priorité pour vous. Et ensuite, effectivement, pour créer cette rubrique d'expérience clé qui devient vraiment de plus en plus importante, il suffit d'aller cliquer sur un bouton d'épingle pour aller tout simplement épingler telle expérience bien détaillée, qui parfois font une page, voire même plus chez certains de nos clients, et qui devient qui reprend plus qu'une ligne sur la première page dans une nouvelle rubrique qui s'est créée toute seule, reprenant juste l'intitulé, le nom de la société, l'intitulé du poste et la durée de l'expérience professionnelle, et qui va ensuite avoir la deuxième expérience épinglée, la troisième et la quatrième éventuellement. Ouais. Voilà. Donc l'objectif de Showcase étant effectivement de faciliter, de permettre de respecter la trame de la société sans que vous ayez, en faisant en sorte que vous ayez pratiquement rien à faire en fait. Ouais. Ouais, c'est ça l'idée. Et moi, la réponse que j'avais à Frédéric, c'était aussi, je pense, en fait, respecter la trame de l'ESN permet d'être efficace auprès du client parce qu'ils connaissent leurs clients, ils savent ce qui marche moins bien. Enfin, ils essayent en fait, hein, ça se travaille. C'est un document important hein, pour les ESN et les sociétés de conseil. Donc, du coup, s'ils envoient une trame, c'est enfin, bien souvent, je pense que des fois, ce n'est pas forcément réfléchi, mais quasiment tout le temps, ça a été fait d'une certaine manière. Donc on reprend un petit peu les codes. Et après, c'est à nous, quand on rédige le dossier de compétences, quand on met vraiment le contenu, c'est là de faire ressortir le contenu qui sera le plus pertinent. Enfin, donc là, ce que tu disais au début, c'était de détailler au maximum les compétences, de mettre le contexte, mission, environnement technique. Allez, il nous reste 2-3 minutes avant de prendre peut-être des questions, si vous en avez.
J'avais quand même une question sur au-delà de l'informatique, voilà, au-delà des ESN, parce qu'on voit des dossiers de compétences, des dossiers techniques, pas uniquement dans les ESN, on en voit aussi dans d'autres sociétés. Est-ce qu'il y a des différences sur les dossiers de compétences ou est-ce que c'est grosso modo voilà, la même chose? C'est grosso modo la même chose. Les principales différences qu'on va y retrouver, très clairement, ça sera sur les compétences elles-mêmes. Là où forcément, enfin, c'est lié au profil, hein, sur des profils purement techniques, on va avoir des compétences très, très courtes qui répondent souvent à des technos, des logiciels ou autres. Là où, en fait, par exemple, on travaille des sociétés qui travaillent dans la finance ou dans l'achat, et auquel cas les compétences sont beaucoup plus développées, beaucoup plus écrites. Et donc, auquel cas, ça nécessite aussi de retravailler la trame spécifiquement pour ce genre de société-là. Mais la principale différence, elle est là. Elle est vraiment sur les compétences en fonction des sociétés et de leur secteur d'activité. Ouais. Pour dernière petite question que j'ai avant de passer aux questions-réponses, on parlait du dossier de compétences tout à l'heure comme un document un peu collaboratif et qui n'est pas forcément utilisé uniquement dans la phase de recrutement. Est-ce que tu peux voilà, décrire peut-être d'autres usages que tu as vus qui ne sont pas forcément répandus partout, mais que tu trouves intéressants? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, ce dossier de compétences, c'est aussi un support en interne. Un support pour les rendez-vous de fin de mission, les rendez-vous annuels, donc des supports purement administratifs, pas que, ou alors les supports aussi pour, même dans ces rendez-vous-là, pour les perspectives d'évolution de carrière ou d'évolution de compétences, donc de formation, etc. C'est vraiment des supports pour cela. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même, on a pas mal de nos clients qui intègrent ça dans leur process interne pour que forcément, à la fin d'une mission, le dossier de compétences soit correctement et convenablement mis à jour par le collaborateur lui-même, que ce soit fait avant le rendez-vous de fin de mission, éventuellement retouché pendant le rendez-vous avec le manager, et de même un rendez-vous annuel. Donc voilà, ça devient aussi un support de discussion et un support administratif. Et puis ces discussions-là permettent aussi d'avoir un maintien toujours à jour des dossiers de compétences, donc un élément vraiment clé au sein des sociétés avec lesquelles on travaille. Voilà, que l'information soit toujours à jour et toujours à dispo et toujours utilisable du coup. Oui, tout à fait. Juste, je voulais préciser un truc. Je me suis rendu compte que je n'ai pas précisé en début que Showcase, en fait, et Do You Buzz, donc Do You Buzz, c'est la même entreprise. Et du coup, la plateforme Showcase utilise l'éditeur de CV Do You Buzz. Donc, ce qui veut dire aussi que moi, je sais que quelques copains que j'ai qui travaillent en ESN, qui sont consultants en ESN, qui sont ingénieurs, etc., avaient tendance à se plaindre du processus de je postule en ESN et du coup, je dois saisir souvent les mêmes informations et les remettre dans la trame de l'entreprise. Julien, tu disais que c'était le premier truc à faire, c'était bien respecter la trame. Et moi, le premier truc qu'on me disait, c'était qu'est-ce que ça me prend la tête de devoir faire ce fameux copier-coller à chaque fois parce que c'est la même information. On a l'impression que la valeur ajoutée n'est pas énorme, alors que tu nous dis qu'il y en a une quand même qui est vraiment là. L'intérêt du coup d'une application en ligne, c'est que les données, on les a dans un coin et puis la mise en page, on l'adapte très facilement. Donc une fois que tu as un dossier de compétences, c'est très facile de le basculer sur Showcase dans une autre entreprise et comme ça respectera la charte de l'entreprise. Oui, tout à fait. Merci de la DPR là-dessus. Voilà, à chaque fois qu'on fait son dossier de compétences dans tel ou tel ESN et qu'on le refait plusieurs fois, bien souvent, on y remet les mêmes informations. C'est juste une notion de portabilité des données. Et quand je l'ai fait une fois, j'aimerais bien que ce soit fait automatiquement plusieurs fois, sans que j'ai à tout réécrire finalement. Alors, il y a plein d'outils qui existent, hein. Même nous-mêmes, on intègre aussi la notion de parsing qui va prendre le CV lambda et qui va remettre essayer de remettre les bonnes informations dans les bonnes cases, mais qui nécessitera toujours de la relecture et toujours de la correction. Malheureusement, ce n'est pas une techno
c'est pas la baguette magique qui transforme le CV en dossier de compétences au cours de la société. Pas encore, loin de là. Et puis, il y a d'autres choses qui permettent tout simplement, une fois qu'on a bien structuré les choses, de les réexploiter ailleurs, parce que c'est l'information de base est bien structurée. Effectivement, avec Showcase, une fois qu'on l'a fait, on récupère ces informations dans un format informatique, donc un format JSON, et qu'on peut, pourquoi pas, réexporter ailleurs, dans une autre société. Donc ça, voilà, c'est la base de la GDPR, et pour ça, la GDPR, les RGPD, c'est fantastique. Frédéric demande, est-ce que côté candidat, on peut faire des dossiers pour différentes sociétés sur Showcase? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut faire plusieurs dossiers de compétences pour une même société ou Alors non, on peut faire des dossiers pour différentes sociétés. Oui. Ouais. Alors en fait, il faut comprendre que fait, Showcase, c'est une application pour les entreprises. Donc, c'est les entreprises qui vont solliciter un candidat pour faire son dossier de compétences sur Showcase. Donc, ce n'est pas en tant que candidat. Alors après, le candidat va sur cette application. En fait, ouais, chaque société a sa propre CV Tech. Voilà, elles sont toutes distinctes. Faut bien voir que Do You Buzz et Showcase sont deux services totalement distincts. On utilise juste les mêmes technos en termes d'édition pour faire l'éditeur du CV. Donc, ce sont des choses qui sont totalement cloisonnées. Et donc, chaque société qui utilise Showcase a sa CV Tech complètement cloisonnée à elle. Et ce qui va demander malgré tout à un candidat qui souhaite postuler dans une première ESN qui exploite Showcase, d'y mettre effectivement ces informations, de remplir le dossier de compétences. Il devra également faire la même chose dans une autre société qui utilise aussi Showcase, puisque les deux CV Tech n'ont rien à voir, elles sont totalement cloisonnées. C'est pour ça qu'on parlait de portabilité des données. Voilà, c'est ça. Une fois que vous l'avez fait dans une première société, vous pouvez récupérer vos données au format JSON. Ça, c'est la base de la RGPD qui permet de récupérer ces données en format informatique, de les réexploiter pour pouvoir les exporter ailleurs. Et nous, on a fait les choses bien pour qu'elles soient bien formatées et facilement réexploitables. Donc, en fait, une fois que vous l'avez fait dans une première société, vous le téléchargez au format JSON. Et ce JSON, ensuite, vous allez l'importer sur cette nouvelle société. Vous verrez, quand on est dans l'éditeur du CV, quand on clique sur « Ajouter du contenu », tout en bas, on va avoir un carré, un bouton qui s'appelle format Showcase JSON. Vous cliquez dessus et là, vous avez juste à glisser votre fichier JSON et tout est fait de temps en mouvement. Et là, autant le parsing, il y a de la relecture à faire que là, vous pouvez y aller les yeux fermés, en 2 clics, tout est importé. Et donc, est-ce qu'une société peut demander à un candidat s'il a un compte sur Showcase pour récupérer son dossier de compétences? Alors, la société ne pourra pas récupérer elle-même le dossier de compétences, non, ce sera à vous de lui transmettre. Voilà, elle peut toujours vous poser la question, oui, mais ce sera à vous de lui transmettre. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? On peut ouvrir les micros si vous voulez, si c'est plus simple que de passer par du chat. Et puis, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez peut-être des témoignages aussi sur si vous-même vous êtes en phase de candidature ou si vous avez rencontré des difficultés, ou voilà, n'hésitez pas. J'ai vu une main se lever, je crois, mais elle a disparu tout de suite. Ah, Jean-Marc. Oui. Je voulais juste savoir, je suis désolé, je suis arrivé en retard parce que j'avais Ah non, pas de souci. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay, oui. Donc, toutes les personnes sinon, qui étaient inscrites… Je voulais dire merci à Julien, puisque grâce à Julien, j'ai gagné 1 an de Do You Buzz. Ah bon? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Comment ça s'est passé? C'est quand il a fait la visio Do You Buzz et Move Jobs. Ah, d'accord. Okay. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, j'ai gagné 1 an et entre autres, je me suis retrouvé à devoir utiliser un Showcase il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et donc, du coup, comme je ne voulais pas m'embêter, j'ai fait un export JSON de mes CV que j'ai réintégré direct dans le Showcase, Showcase via le JSON. Et juste, oui, une simple relecture pour être sûr qu'il n'y avait pas de couac ou autre chose qui ne s'était pas mis au mauvais endroit. Voilà. Super. Super. Après, sinon, Julien, j'aurais juste une remarque par rapport au JSON que vous nous aviez envoyé pour les CV canadiens. Ouais. Ah oui. Alors, ça, c'est moi qui ai dû le faire, je crois. Ouais. Ouais. Mais en fait, oui, Jérémy, ça doit être… Oui. Autant pour moi, oui. En fait, je n'avais pas regardé le nom. J'ai juste vu la tête. Non, mais Ça arrive souvent.
Voilà. Et le problème, c'est que les JSON, quand on les, ça colle pas, c'est pas tip top quand on les met dans Do You Buzz. En fait, on a moi j'ai beaucoup de mal à arriver à remettre un format visuel. D'accord. Un format visuel pour récupérer, entre autres, par exemple, tout ce qui va être bénévolat. C'est pas prévu dans Do You Buzz. Ah oui, d'accord. Ouais. Pour le format canadien, c'est dommage, surtout quand on a Ouais, le en temps de fait, pouvoir mettre une liste longue comme le bras de. effectivement. Alors, on peut avoir un petit usage un peu détourné. Je réponds, hein, du coup, c'est peut-être un peu en dehors de la notion pour les ESN, mais aussi, on peut avoir besoin de le faire. C'est vrai que sur Do You Buzz, on a la notion de centre d'intérêt et qu'on va pouvoir détourner pour l'appeler, par exemple, bénévolat. Donc Oui, là, on peut renommer les rubriques, par exemple. Mais dans ces cas-là, on ne fait plus de centre d'intérêt. Voilà, effectivement. Effectivement, tout à fait. Effectivement, c'est une petite limitation. Alors, on peut sinon renommer la rubrique centre d'intérêt et engagement associatif et avoir 2 sous-sections en dessous. Parce que ça ne sert à rien non plus d'avoir trop de sections peut être aussi peut être un peu problématique pour la lecture, surtout que ce n'est pas les informations qui sont les plus importantes. Donc moi, j'aurais tendance plutôt à avoir une section un peu activité extra-professionnelle et dans lequel on mettrait centre d'intérêt, engagement associatif, en tout cas ce qui nous semble pertinent. Mais ça peut s'adapter comme ça en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions ou d'autres remarques puis sinon, on va pouvoir peut-être conclure par rapport à leur phase de candidature. Donc, peut-être, je vous laisse un petit peu de temps. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que c'était super clair, Julien. Eh bien, écoute, moi, je suis content d'avoir pu discuter de tout ça. C'est vrai que c'est assez étonnant, en fait, dans le milieu des ESN et des sociétés de conseil. D'un coup, on a un processus qui est différent, on a un format qui est différent, on a des noms qui sont différents. Et du coup, je trouvais ça bien de pouvoir vraiment clarifier ces différents éléments avec toi. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par la suite par email. Je vais vous envoyer un email dans quelques jours avec le replay. Et puis, ce sera diffusé sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser des questions à cet endroit-là. Ou d'aller directement sur LinkedIn aussi, où on va poster un petit message pour parler de ce replay. Voilà, merci Julien. Merci, c'était un plaisir aussi. Merci aux personnes qui sont venues assister à la discussion. Et puis, juste pour que vous soyez au courant, le mois prochain, donc en janvier, on fera un webinaire sur le CV Parcoursup. Alors, il faut savoir que chez Parcoursup, quand on est lycéen, on doit donc faire son dossier sur Parcoursup et on nous demande un CV maintenant. En tout cas, certaines formations sélectives demandent un CV. Et la question qui revient pour les parents et pour les adolescents, c'est mais qu'est-ce que je mets dans un CV quand j'ai 16 ou 17 ans? Voilà, donc on étudiera cette question-là avec Yvelisse Garnier, qui est conseillère d'orientation, donc qui travaille avec des lycéens sur le sujet spécifiquement. Donc, si vous connaissez des parents ou si vous-même êtes parent d'un enfant qui est en terminale, voilà, n'hésitez pas à venir. C'est sur la page Eventbrite de Do You Buzz. Vous pouvez souscrire dès maintenant. Voilà, merci à tous. Merci Julien. Merci. Salut. Salut.